nous rejoindre en studio. Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez. 187 Cube Radio. 1877 827 2346. Émotionnel ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. David, c'est souvent quelque chose qu'on fait, regarder les États-Unis de haut en disant qu'ici, au Québec, au Canada, on n'a pas ça, nous, de la violence comme les Américains. Mais pourtant, la violence politique, c'est pas un monopole américain, loin de là. Non, en effet, t'as absolument raison. Donc, en lien avec ce qui s'est passé en fin de semaine, donc tentative d'assassinat, je pense qu'on peut le dire là, sur Donald Trump. Et là, on se pose la question, est-ce que ça arrive au Québec? Et on se rappellera quand même, ça fait, je me suis rendu compte en préparant ma chronique que ça fait quand même 12 ans. Donc, l'attentat contre Pauline Marois, le temps passe extrêmement vite, hein. Donc, c'était oui, en 2012, Richard Henry Bain qui était rentré au Métropolis par les coulisses. Et puis, on se rappellera d'ailleurs, parce que là, il y a comme beaucoup de critiques à l'égard des services secrets américains, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils ont fait leur travail? Est-ce qu'ils ont mal fait leur travail? Je sais pas encore c'est quoi toute la situation, donc on verra dans les prochains temps. Mais on se rappellera qu'à l'époque aussi, il y avait eu des critiques à l'égard, je pense que c'est de la SQ qui s'occupe de la protection de la première ministre à l'époque. Et puis, donc, c'est ça. Donc, comment ça se fait que Richard Henry Bain a pu rentrer et qu'il avait tué une personne? C'était Dave Courage, n'est-ce pas, si je me trompe pas. Et puis, on se rappelle, là, c'est presque évidemment, une mort, c'est une mort tragique. C'était un père de famille, de mémoire. C'est un drame, mais on se rappellera que ça aurait pu être un réel bain de sang, hein. Henry Bain qui avait plusieurs armes automatiques, donc c'était son AK-47, si je me trompe pas, que c'était enrayé par presque miracle, mais ça aurait pu être vraiment, je pense que ça fait partie de l'histoire du Québec ce qu'il a fait, mais ça aurait pu être encore bien pire, là. Ouais, absolument, surtout que, je veux dire, il y avait un motif politique très, très clair dans son cas qu'on a fini par trouver par la suite. Hein. Lui, il voulait tuer le plus de souverainistes possible. C'était ça, mot à mot, ce qu'il avait dit là, par rapport à tout ça. Donc, un attentat qui est politiquement motivé, là, qui a une idéologie qui se trouve derrière tout ça. Puis c'est des faits qu'il faut rappeler. Hein. On a visé, on a tenté de tuer la seule première ministre qu'on a eue ici au Québec. Fait que ça exclut pas. La violence, ça existe partout. Puis après ça, le travail des forces de l'ordre, c'est toujours quelque chose qui va se retrouver sous la loupe. Là, parce que les services secrets, les services de sécurité, les gardes du corps, tu sais, ils travaillent tous les jours, le 24/7, ils sont en train de travailler, ils sont en train de déjouer des complots, des attentats. Ça arrive pour presque tous les politiciens, tous les présidents américains ou presque, il y a eu des complots qui ont été déjoués contre eux. Ça arrive constamment. Après ça, on connaît pas leur travail puis on le juge pas au quotidien. Mais on juge s'il vous plaît, quand arrive le moment où il y a une tentative d'assassinat, on se comprend. C'est normal de faire un examen de conscience, mais rôle ingrat quand même, qui est celui de protéger la vie de quelqu'un. Oui, c'est ça, parce que dans la majorité des cas, il n'y a rien qui se passe. Tu sais, la sortie publique se passe très bien, mais la journée qu'il y a un coucou, on va l'appeler comme ça, qui débarque, puis que là, t'avais un peu baissé la garde, là, justement, là, oui, on va parler de toi partout. Il y a un autre épisode de violence politique, donc ici, par les forces souverainistes, ou du moins par une force souverainiste qu'on a tendance peut-être à oublier, c'est le FLQ, le Front de libération du Québec, dans les années 60-70, bien sûr, qui a eu des circonstances aussi particulières dans le cas de la mort de Pierre Laporte, là. Donc oui, ça en fait partie aussi du côté du mouvement souverainiste, donc des bombes qui avaient éclaté dans des boîtes aux lettres, il y avait eu des morts aussi. Il y avait eu un excellent film il y a quelques années qui s'appelait Corbeau, sur un jeune qui avait planté une bombe, puis finalement la bombe lui avait sauté en pleine face, là, donc un jeune qui voulait se radicaliser dans le mouvement souverainiste. Donc oui, la violence politique, ça existe dans toutes les sociétés. Il faut la condamner. Je pense que globalement, ça a été condamné de toutes parts dans le cas de l'attentat contre Trump. Au Québec aussi, c'est généralement condamné de toutes parts. À la limite, on aurait même pu parler d'Alexandre Bissonnette, n'est-ce pas? Que là, est-ce que c'était une question politique ou c'était davantage un attentat raciste, peut-être, là? Est-ce que le racisme, c'est un attentat politique? Ça, c'est une autre question. Mais oui, donc ça existe. L'important, je pense, c'est que ça soit condamné par tous les partis. Je pense que globalement, c'est fait, là.
Ouais, ça s'est fait, puis ça rend pas plus acceptable après ça de faire, là, vous êtes pas, vous êtes pas en politique, vous êtes pas un commentateur. C'est pas plus correct sur les réseaux sociaux hein, d'aller écrire des conneries. Il y a une enseignante en ce moment de l'université de la Colombie-Britannique qui se fait viser par une enquête, qui va peut-être perdre sa job. Ouais. Pourquoi? Ben, elle a écrit « Maudit, ça en est fallu de peu ». Hein? On a failli y arriver en parlant de l'attentat contre Trump. On est passé à quelques millimètres de la bonne affaire. Non. C'est pas... Il n'y a aucun conflit, aucun conflit politique est censé se régler par la violence armée. C'est pas supposé arriver, là. Une tentative de meurtre, c'est une tentative de meurtre. Vous pouvez détester Donald Trump à en crever. On ne devrait jamais célébrer le fait qu'il soit passé sur le bord de mourir. Là. Jamais. C'est pas acceptable de ce côté-là. Fait que, non, c'est important de le rappeler. Ça permet, là, des fois, de tempérer un peu les options. Je veux dire, c'est de la politique, c'est important. Voter, ça décide des enjeux de société massifs. Il n'y a personne qui devrait mourir pour ça. Là. Personne qui devrait mourir pour ça. C'est important de faire le rappel autour de tout ça. Ouais. Alors, on va se recentrer un tout petit peu, David, si tu le permets. Là, on a parlé souvent, toi et moi, dans les derniers temps, des enseignants puis de ce qui se passe dans les salles. Là, on parle des réseaux sociaux puis de filmer dans les classes parce que c'est devenu une espèce de nouveau débat. Il y a des professeurs qui servent des réseaux sociaux, de TikTok et autres pour faire un travail pédagogique qui est assez important. Mais des fois, quand on filme dans les classes, ça ne plaît pas à certaines directions d'établissement. Il y a eu des sanctions qui se sont prises de certains côtés. Comment tu vois ça, toi? Oui, ça, c'est un article du Journal de Montréal là, qui date de la fin de la semaine dernière. Il y a une enseignante qui fait des TikTok, qui devient une influenceuse enseignante en quelque sorte, et qui là se fait dire qu'elle ne se fera pas réengager parce que finalement, ça manque de professionnalisme et que c'est une des compétences d'être enseignant, d'être professionnel. Le problème, c'est qu'il manque, oui, ça on le voit à l'écran justement, le problème, c'est qu'il manque de clarté dans les règles. Si tu me poses la question, moi, personnellement, est-ce que je ferais des vidéos de TikTok? C'est pas très dans mon style d'enseignement, je te dirais. Mes élèves trouveraient ça extrêmement bizarre que je fasse des vidéos sur TikTok. Par contre, est-ce que globalement, c'est non professionnel? Ben, tout dépend, je pense, du contenu. Et ce qui agace vraiment beaucoup, c'est, ben, les règles sont pas claires. Donc, finalement, tu sais, un principe de base sur le plan juridique, c'est que tu dois savoir quand est-ce que tu fais quelque chose de pas correct. Quand tu commets un délit, ben ici, c'est pas nécessairement un délit, mais l'idée que tu respectes pas les règles, tu dois le savoir. Ben là, ici, la fille ne le savait même pas elle-même. Je pense que globalement, dans les écoles, c'est vraiment pas clair. Moi-même, je suis chroniqueur à Cube, j'écris des textes par-ci, par-là. Est-ce que ça pourrait me mettre dans le trouble un jour ou l'autre? Je le sais même pas, Alexandre. Donc, oui, le flou autour de toutes ces règles-là, hein, on le sait, la technologie va plus vite que les règles. Ben là, il serait peut-être temps de clarifier toutes ces règles-là parce que justement, il y a des profs qui se disent, ben, tu seras pas réengagé l'année prochaine à cause de tout ça. Là. Ouais, là, après ça, je veux dire, on manque de profs. Est-ce que c'est vraiment le temps de se priver de certains enseignants parce qu'ils décident de faire du contenu sur leurs heures après ça? Je pense vraiment pas. Surtout que dans la plupart des cas d'enseignants, d'enseignantes qui font du contenu TikTok, du contenu instantané comme ça, ben c'est du contenu qui sert à éduquer. C'est du contenu qui est visé soit pour les enfants, soit pour les adultes aussi qui veulent voir comment ça se passe dans les salles de classe, qui veulent savoir comment les examens se corrigent, qui veulent savoir comment les profs font pour faire régner de la discipline dans leur classe. C'est intéressant. Moi, je trouve que c'est la bonne chose à faire, c'est d'être capable de démystifier tout ça puis d'amener les parents, les adultes, les élèves, tout le monde dans la salle de classe pour voir comment ça marche. Je pense que c'est des initiatives qui doivent être encouragées. En plus, hey, il y a des profs qu'on se dit, ils sont pas engagés, ils s'en foutent, ils sont déprimés, ils sont tannés, ils sont ci, ils sont ça. Là, t'as du monde qui sont tellement motivés qu'ils prennent de leur temps personnel pour faire d'autres projets extra. Come on, là, on va pas se priver de ce monde-là. Ouais. Je veux dire, moi, ça tombe sous le sens, mais t'as raison que s'il n'y a pas de règles claires, c'est ça qui risque d'arriver. Oui, voilà, exactement. Puis j'allais un peu plus loin, parce que là, comme tu dis, ce qui semble faire, c'est du contenu pédagogique, là, véritablement. Et là, je me posais la question, qu'est-ce qu'on fait avec des enseignants et des enseignantes qui mettent des photos d'elles, des vidéos d'eux en story Instagram, par exemple, et où ils boivent de l'alcool, fument de la drogue peut-être. Tout ça, c'est des choses qui sont légales. D'un autre côté, est-ce qu'on pourrait vraiment dire que c'est professionnel? J'en ai pas l'impression, donc j'ai l'impression que tu pourrais peut-être perdre la face aux yeux de tes élèves. Mais bon, donc oui, faut faire franchement attention. Là.
Ouais, ben là, jeu d'équilibriste, là. Je veux dire, si t'es prof puis tu décides d'avoir une chaîne TikTok puis de faire des stories, j'espère que c'est un compte qui est uniquement dédié à ça. Puis c'est ce qui est le cas dans par exemple, là, dans le cas de la prof qui se faisait sanctionner ou autre. De ce que je comprends, c'est un compte uniquement dédié à des contenus pédagogiques, uniquement dédié à du contenu scolaire. Là, après ça, c'est sûr que si tu as le même compte, t'en as un, t'as des élèves qui t'ajoutent, qui viennent te suivre, puis la fin de semaine, tu mets des photos de quoi au Beach Club, là, c'est sûr que c'est le poids de mesure, mais je pense pas que c'est ça qu'on observe en ce moment. Dans tous les cas, David, de faire le ménage dans les règles, d'être capable de savoir exactement c'est quoi la ligne à ne pas dépasser, c'est tellement important. C'est la même chose aussi qui est réclamée d'ailleurs par les enseignants par rapport à l'intelligence artificielle, l'implantation de nouvelles technologies comme celle-là. Les réseaux sociaux, ça en fait partie là, un peu, si on veut, de tout ce grand bassin de nouvelles technologies qui ne sont pas régies par nos règles. Maintenant, c'est le temps d'en mettre clairement. Je veux dire, on a des décideurs qui sont là pour ça. Il y a des têtes je veux dire, il y a combien de fonctionnaires dans le ministère de l'Éducation là, en ce moment? Faites travailler vos neurones, accouchez, accouchez de quelque chose. Là. C'est votre travail, votre emploi en entier tourne autour du fait d'établir et de faire respecter des règles dans un ministère, dans un réseau. Faites de quoi vite. C'est ce que je demande. Moins de réflexion, moins de monde qui tergiverse, plus d'action, s'il vous plaît. Plus d'action là-dessus. Tant qu'il n'y aura pas de bonne limite, de bonne ligne à ne pas franchir, il va y en avoir des débordements. Ouais, ce qui arrive, c'est que dans le milieu de l'éducation, il y a tout, et je te dirais, c'est le même dans tous les milieux ministériels, là, une journée, c'est la mode du on centralise tout, l'autre journée, on décentralise tout, n'est-ce pas? Et j'ai l'impression que dans le cadre des centres de services scolaires, pour ce genre de choses, on se dit on va s'en débarrasser en disant on décentralise, puis c'est à vous de faire vos propres règles. Or, des règles comme. Je peux comprendre qu'il y a dans certaines régions, il doit y avoir certaines règles particulières pour différentes raisons, étant donné la clientèle. Mais pour les nouvelles technologies, TikTok au Saguenay, ou TikTok à Montréal, ou TikTok à Gatineau, c'est le même TikTok. C'est le même ChatGPT. Donc, ça prendrait véritablement des consignes globales. Bernard Drinville en a fait notamment sur les téléphones. Hein. Il a dit, plus de téléphone en classe, c'est interdit. C'était une directive globale. Ben oui, parce que ça concerne les technologies. Il serait temps que, justement, comme tu le dis très bien, les fonctionnaires se penchent là-dessus, que ce soit dans le détail, donc pas juste une directive du ministre, mais vraiment quelque chose de vraiment pointilleux sur c'est quoi les limites. En effet, ça presse, puis malheureusement, j'ai l'impression qu'on va attendre encore longtemps. Là, on va attendre qu'il y ait des débordements d'une manière ou d'une autre, puis là, on va réagir. David, je voulais te lancer en terminant parce que c'est quelque chose qu'on m'a montré sur les réseaux sociaux. Tu vois, parlant de réseaux sociaux, parlant de TikTok, notre discussion qu'on a eue il y a quelques semaines, quelques jours concernant le fait de donner 0 là, en classe, je ne m'abuse, là, la semaine dernière, comme quoi c'est une consigne de ne pas donner 0. Hey, ça a été vu beaucoup sur les réseaux sociaux. J'ai vu que ça a été repris une couple de centaines de milliers de fois. Je pense qu'on a peut-être touché une corde sensible, un sujet qui vient chercher autant les parents que les élèves. T'as-tu eu des échos de tout ça? J'ai reçu plusieurs messages, des messages d'anciens élèves qui m'ont recontacté grâce à ça. Donc oui, le pouvoir de TikTok, moi je ne suis pas sur TikTok, mais manifestement c'est très puissant. Des collègues qui m'ont dit merci d'en avoir parlé. Donc je pense que oui, il y a une discussion, vraiment publique à avoir sur cette question-là, parce que manifestement, autant les parents que même des élèves se disent « c'est ça maintenant la règle, me semble que c'est contre-intuitif ». Ça veut pas nécessairement dire que c'est nécessairement mal. Moi, j'aurais tendance à dire que peut-être qu'il faudrait ramener le 0. Mais manifestement, il faut qu'il y ait une discussion plus loin avec ça. Puis c'est peut-être d'autres travaux à faire pour notre ministre de l'Éducation qui doit se pencher là-dessus. Ouais, une couple de règles à statuer, à écrire autour de tout ça. Je rappelle la discussion pour ceux qui veulent la réécouter. Précédent segment entre David et moi, on discutait du fait que, quand tu triches, tu te fais pincer, on peut même pas te donner 0 dans les écoles. Tu triches, puis tu sais que tu triches, on va te faire reprendre ton examen au lieu de te donner 0. C'est assez hallucinant, merci. Puis je suis content qu'on puisse susciter des discussions comme celle-là, puis de voir que ça intéresse nos auditeurs, nos auditrices. N'hésitez jamais à nous écrire, là, je le rappelle, 1-877-827-2346, studio@cube.radio pour ce qui concerne notre adresse courriel. Appelez-nous, écrivez-nous, textez-nous, envoyez des courriels. On va aimer ça, répondre à des questions, puis surtout quand vous avez des commentaires comme ceux-là, n'hésitez pas à nous les faire. David, toujours un plaisir de réfléchir avec toi.
Salut.